Eh coucou, on se retrouve au jour 1 du trek pour aller jusqu'au Machu Picchu. Regarde un peu l'endroit dans lequel on est. C'est pas top. Non, on a commencé un petit peu là, la marche, on a fait, je sais même pas si on a fait 2 bornes en vrai, c'est vraiment tranquille. Aujourd'hui on a 6 bornes. On est guidé du coup, on a le guide qui nous explique des petits trucs, on s'arrête, machin, donc c'est un peu pépère pour l'instant. Ce qui est cool par rapport à la Patagonie, c'est qu'on a tout sur les ânes, on n'a pas la bouffe à prendre avec nous, on n'a pas les tentes, donc ça fait des sacs plus légers. Mais par contre, l'altitude, tu le sens quand même. Du coup là tu sens que là, le fait de parler un petit peu en même temps de marcher, ça rend les choses un peu plus dures. On a une bête de vue, c'est incroyable. Et c'est que le début. Là le guide nous a fait une petite aparté sur les feuilles de coca. Parce que je sais pas si tu vois un peu ce que c'est les feuilles de coca. Je sais qu'en arrivant ici, avant d'arriver ici, je connaissais pas du tout ce truc. Mais c'est illégal en Europe. Et ici, en Amérique du Sud, c'était totalement légal. Et en fait, c'est surtout issu de leur culture. Parce que les peuples andins et pré-andins, ils en consommaient pour leurs propriétés, notamment sur la fabrication de globules rouges. En altitude, ça peut aider. Ouais, le Pérou, c'est le plus gros exportateur, le fabricant de feuilles de coca d'Amérique du Sud. Ça, c'est une mauvaise réputation. C'est parce que l'utilisation de cette feuille, elle a été dérivée dans les années 70-60, pas du tout en Amérique du Sud, mais en Europe, avec des process chimiques assez compliqués pour créer de la cocaïne. Et la triste histoire, c'est que la production de feuilles de coca a des usages médicaux, du coup, s'est transformée en production de feuilles de coca pour des usages de trafic de drogue, quoi. Donc en fait, on a une image de la Colombie qui est le plus gros exportateur de cocaïne. Mais en fait, le plus gros producteur, c'est le Pérou. Et la Colombie, c'est juste en fait un endroit stratégique pour l'exportation de ces substances vers les States ou vers l'Europe. D'où les sortes de Pablo Escobar et tout le bazar que tu connais si t'as vu Narcos. Et du coup, en fait, il nous a expliqué que en soi, c'était interdit en Europe pour cette raison-là. Mais la feuille en elle-même, le produit brut, comme il était utilisé dans les traditions, quoi. Dans les traditions andines, ça n'a rien à voir avec de la drogue. C'est juste une herbe comme une autre, quoi, qui a des propriétés comme nous on peut avoir des huiles essentielles ou des choses comme ça. Donc ouais, assez intéressant. Salut, moi c'est Yves-Marie, je suis un petit breton qui n'est jamais sorti de l'Europe, mais j'ai eu l'occasion de partir 6 mois à l'autre bout du monde en Amérique du Sud. Alors dans cette série d'épisodes, je t'emmène avec moi à la découverte d'un continent incroyable, de mes galères, de mes rencontres, et surtout d'un voyage qui changera ma vie. Allez, installe-toi bien parce qu'avec Pedro on décolle maintenant et on te souhaite un bon épisode. Ça tue quand même. Wow. On y est. On est à la première étape du jour, la Laguna Humantay. On voit vraiment l'eau qui descend du glacier, regarde. Pour finir dans le lac. Ah, ça fait du bien de se poser un petit peu là, dans ces petites vues. T'as pas entendu, mais à l'instant, on entendait le glacier qui craquait. Un peu comme tu sais, le Perito Moreno. Je sais pas si on peut voir des chutes de glace. Je pense que ça bouge, il bouge pas assez le glacier pour qu'on puisse en voir. Là, je me tape mon petit sandwich au fromage, qui date d'il y a 3 jours. On vient d'arriver au logement pour ce soir, à l'auberge. On s'est pété le ventre. Et on va dormir ici. Dans la petite bulle. Le meilleur, c'est la vue qu'on a. Regarde, là c'est un peu une espèce de bulle vitrée. Et la vue qu'on a directement, c'est ça. Regarde-moi ça. Je t'ai pas filmé la scène, mais en fait on est passé devant un dôme. Il y avait une odeur, tu vois. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Il y avait de la musique un peu spéciale, musique très traditionnelle péruvienne.
Et là du coup je regarde à l'intérieur du dôme, il y avait 2 mecs en train de tomar comme on dit. Ils étaient en train de se bourrer la gueule. Il pue le whisky et l'alcool, tu vois. Il a voulu que je boive de son truc et tout, je dis non. Ouais, tu vois, très sympathique, hein. Il m'a invité à boire, mais j'ai pas trop envie de boire d'alcool, là, je suis déjà dans le mal de l'attitude. C'est pour dire à quel point ça leur fait rien, quoi. Bon, on se retrouve, jour 2 du trek. Plus dur, pas forcément au niveau de la difficulté en soi du sentier. Mais là, c'est le niveau digestion avec l'altitude. Je sais pas si j'ai le mal d'altitude, le mal des montagnes, ou intoxication alimentaire, ou... Parce que là, on a un ami qui a été rapatrié en bas, parce qu'il a chopé la salmonelle. Donc, ça s'annonce pas fou. L'expérience, ça reste incroyable. Regarde où on est. Ça, c'est le Salcantay. Salcantay, je sais pas comment on dit. Salcantay, en vrai, il nous a dit que c'était pas le vrai nom, c'est le nom donné par les Espagnols, parce qu'ils n'arrivaient pas à retenir le nom normal. Il y a le hasard de dingue. On est arrivé, et qui arrive en même temps que nous? L'autre, chez qui on était. Les deux. Incroyable, Max et Camille. Cabane tout plus bas. Bon, on est arrivé au sommet, au summit de tout le trek. Ça commence à faire haut, hein. On est à 4006. Là, honnêtement, au niveau ressenti, beaucoup mieux que tout à l'heure. J'ai mangé un petit peu, j'ai bu des boissons électrolytes. Je sens que ça m'a mis bien. Regarde-moi ça, ça s'est un petit peu dégagé là. On a un peu de brouillard qui est parti. Je sais plus ce que je te disais avant, la caméra elle a coupé, je crois que je te parlais de... Ouais, que c'était difficile. C'est vrai que c'était un peu dur, mais moins dur que ce que je pensais. Vu l'altitude, je pensais qu'il allait faire très très froid et en fait ça va. Et regarde le sommet qu'on a là-haut quoi. Regarde ça, pour aller. Voilà, j'espère que ça te plaît. Là on est au point culminant, du coup on est au sommet et après on va faire que redescendre. Ce qui était bien c'est que le plus dur était au début. Donc là le reste de la semaine, le reste de la journée par contre ça va être la descente du plat jusqu'au logement quoi. Je te retrouve je pense là-bas. Allez tchuss. En fait on est à peine parti, regarde le super paysage qu'on a. Et avec derrière la Big Mountain, le Salcantay. Bon bah je te retrouve au logement auquel on s'arrête pour aujourd'hui. Honnêtement là la fin était pas très intéressante, il n'y avait pas beaucoup de points de vue stylés. À part un peu une petite vue sur la rivière que je t'ai montré avant. Mais c'est tout. Il fait froid, il a plu. Et on avait que de la descente. De toute façon là on va avoir que de la descente jusqu'au retour. Jusqu'à aller au Machu Picchu quoi. Là ce soir je pense on va se poser, apparemment il y a une happy hour. Peut-être prendre une bière, mais bon là j'ai trop froid, je suis fatigué, plus problème de ventre. Je pense que je vais pas faire le fou, même au niveau du ventre, je change de stratégie. Au lieu de vouloir manger au max pour avoir de l'énergie pour marcher, on part sur le minimum pour économiser les forces au niveau du ventre quoi. Donc juste foulerie et c'est tout. Là je pense que je vais y aller et je te laisse pour aujourd'hui et je te retrouve demain. Allez tchuss. Eh comment on se retrouve dès le matin. Il est pas bien. Il est pas bien tôt, moins tôt que les autres fois en tout cas. 5h30, j'ai encore le flash. Là il y a une super vue, guette. Non là ça va, on a bien dormi. Ça fait du bien. Et aujourd'hui on part sur la plus petite étape, on a que, je sais même pas combien de kilomètres on a, mais c'est que de la descente. Et on arrivera bientôt au prochain campement. Regarde un peu la tête regarde un peu un petit peu la tête du camping dans lequel on était. Donc je te rassure, on dormait pas là, on dormait dans les espèces de trucs avec triangles là-bas. Là. Il a fait le pop. En soi c'était pas mal, hein. C'était vraiment bien. En plus il n'y avait pas les decks. Donc je pensais que j'allais pouvoir charger un petit peu mes affaires. Notamment la petite caméra là, le téléphone, mais j'ai pas pu. Bref.
La petit déjeuner, j'espère que ça va être bien bon. Et on va repartir quoi. Je te retrouve sur la route. Allez, on y va. Bon bah on continue hein. On marche pépère. On a eu un petit point. Là on vient du coup d'arriver dans la partie humide de la vallée, c'est ça? Ouais, le rainforest. Yeah, rainforest. Et du coup c'est là où il y a pas mal de fruits, de plantes, etc. C'est un peu plus exotique. Et des moustiques aussi. Ça c'est un peu chiant. On a eu un petit point sur les plantes qui étaient utilisées historiquement par les Incas. Et en fait c'est assez stylé parce que on a parlé du coup de l'ayahuasca. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Tu sais, c'est les plantes qu'ils utilisent pour faire des rites un peu religieux, un peu dans l'esprit rites de passage pour les hommes où tu fais un méga trip pendant plusieurs heures. Et si j'exagère un petit peu, c'est tu comprends qui t'es, tu comprends le monde, tu connectes à la vie. Bon, il s'est mis à parler de trucs de fréquence où tu te connectes à la Terre. Bon, c'est... Moi j'y crois. T'y crois? Ouais. Ouais, t'inquiète. Mais je pense plutôt que c'est en vrai. Moi je pense à les effets sur le cerveau et du coup effectivement ça te fait voir des choses ou quoi. Je pense. Mais tu peux pas apprendre plus de trucs que ce que t'as déjà eu dans ta vie. que ton cerveau a déjà emmagasiné. Ouais. Juste ton cerveau il va mettre la lumière sur des choses Ouais. et faire les liens avec des choses. Mais tu peux pas avoir. À découvrir des nouvelles choses, je sais pas comme ça. Pour moi c'est ça un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah oui, quand je te parlais de fruits et tout, c'est vrai que il a dit aussi de faire gaffe, le guide, parce que avec les fruits qui étaient un peu près du sol, à pas les ramasser ni rien, même de pas ramasser les fruits, parce que on est dans une zone humide, du coup beaucoup d'insectes et des scorpions. Donc on va éviter de s'asseoir sur un scorpion quoi. J'avoue que ça m'a fait un peu stresser, j'ai pas envie de faire une boulette. Même je tombe, je me pose la main et je me mets sur un scorpion, je sais pas. En tout cas, hâte de voir toutes les petites bêtes qu'il y a. Et il y a des serpents aussi, bon basique. Et s'il y a d'autres bêtes que je peux te montrer, il y avait des colibris très jolis aussi, très sympa. Et s'il y a des bêtes stylées que je peux te montrer, faut que je puisse te montrer ça. Voilà, on est dans une big descente pour nous, ce qui fait une big montée dans l'autre sens. Et il y a des Péruviens en fait qui montent toutes les marchandises où on voit des bouteilles d'eau, des bouteilles de boissons énergisantes, des snacks. Et vraiment dans des gros sacs, je vais essayer de t'en montrer. J'en ai plus là autour. Regarde ce décor incroyable. Hyper joli. Et en fait c'est pour ça que c'est super cher. Tu payes ton eau super cher au camping. Et ils montent tout ça sur des chemins mais vraiment merdiques quoi. Ils doivent avoir des mollets. Pas aussi gros que ce Totor, mais quand même, des sacrés mollets. Regarde, on vient d'arriver. On se croirait en Asie là. Incroyable. Là c'est aberrant, là on est en train de prendre le bus pour aller rejoindre un peu le logement de ce midi. Et on passe par des chemins, mais t'as peur. Il y a la moitié des roues du bus qui sont dans le vide et à flanc de falaise quoi. Donc ça c'est bien ça. Là on sent qu'on est au Pérou là. Bon bah je te reprends là. On continue à avancer tranquillement. On est censé arriver au logement. Je sais pas pourquoi on s'enfonce dans... Ouais, je sais pas où on va là. On s'enfonce dans la jungle. Regarde ça. Je sais pas où on va. Ouais, pour avoir une belle vue. Ok, je te retrouve ici. Bon, on a bien fait une petite baignade dans les thermes. En fait, je pensais que ça allait être des thermes naturels, mais pas du tout. Je pense que c'est assez artificiel. Par contre, c'était bien cool, on a bien rigolé. On a bien fait les cons, c'était marrant. Et surtout le cadre était dingue, on est arrivé sous la pluie, je pensais que ça allait être un peu embêtant. Mais en fait pas du tout, c'était incroyable. On avait une vue de dingue, même le cadre était pas mal, regarde. Là je sais pas si tu vois bien comment c'est, j'essaie de te mettre une petite vue de comment c'était depuis la vue dans le bassin. Hey coucou, on se retrouve pour le jour 4 du trek au Machu Picchu. Dernier jour de marche, il fait un temps de merde, il flotte. Il est bien trempé comme il faut. On vient d'arriver là au site de Ruine Inca.
Sinon, en vrai là ça commence à être compliqué. Hein. Je me sens pas en forme, bien malade. Et le pire c'est que ça s'empire. Ça s'empire de jour en jour. Je me demande si c'est pas alors la bouffe qu'ils nous donnent qui a un souci quelque part. Et surtout l'eau. Qui doit pas être potable en fait. Il doit prendre de l'eau, la chauffer en se disant elle est chauffée, ça enlève toutes les bactéries, mais bon. À mon avis c'est ça qui me retourne un peu le ventre. Regarde un peu comme c'est cool. Un décor de fou là. Mais bon, on continue. Waouh! Là regarde, je suis sur un pont. Ça bouge dans tous les sens. Regarde-moi ça. Là c'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être Indiana Jones. Et en plus ça bouge. Bon allez, on va continuer. Je suis toujours dans le mal. Ma lobby, j'ai envie de vomir. Mais bon. Bon, on se retrouve à table. On sort du bar, on a failli se faire avoir, enfin, on s'est fait avoir par un bar happy hour à 25 sols et au final c'était 35 sols. Du coup la seule solution qu'on a trouvée pour échapper au problème ça a été de se barrer en courant. Bon au final Camille elle a pas pu se barrer en courant du coup elle a payé. Et bon au moins on a retrouvé Mathis. Je pense que je vais te laisser là pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le Machu Picchu. Et voilà quoi, tranquille ou bilou hein. Allez, à demain. Bon les gars, on se retrouve de bon matin, il est 6h, on s'est levé à 3h pour marcher et je pense que tu devines enfin où on est. Regarde. Et voilà. Moi je te pisse tout. Incroyable. Un peu de ça. La montée pour y arriver par contre a été hardcore. C'était que des marches pendant 1 heure. On a un peu subi. Et après 4 jours de trek, à s'adonner, à subir les intoxications alimentaires, la météo, les réveils super tôt. On y est enfin. Je suis trop content. Non, c'est vraiment... c'est pas une des 7 merveilles du monde pour rien. C'est hyper impressionnant. Quoi? Regarde l'immensité du truc. Il y a des quartiers. En fait, on dirait un peu Saint-Malo. Ouais. les maisons en pierre comme ça. Non, tu vois là, du coup, c'est hyper impressionnant. Regarde un peu ça. On est vraiment en plein milieu des montagnes, quoi. Je pensais pas que c'était si haut. On est à entre 2400 et 2450 mètres, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du chiffre précis. Et ouais, du coup, là, le Machu Picchu, ça a été créé par l'empereur Inca Pachacutec, il me semble. Celui dont on avait parlé déjà avant. En gros, il a pris le pouvoir sur l'ancien empereur Inca avec coup d'état. Et après, il a mené une politique de développement de l'empire Inca avec beaucoup de guerres. Donc grande expansion de leur royaume, je crois que ça allait jusqu'à la Colombie quand même. Et aussi il a entrepris beaucoup de constructions, dont le Machu Picchu. Et du coup le Machu Picchu il lui servait, c'était en gros une cité qui servait de résidence secondaire pour l'empereur, même s'il y venait quasiment qu'une fois par an. Et d'ailleurs ça a été créé en 1430 il me semble, quelque chose comme ça, vers 1430. Donc en fait c'est pas si vieux que ça, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus vieux, mais non. Deuxièmement, il y avait aussi une dimension religieuse à cet endroit parce que on est dans une zone où les montagnes sont sacrées. On est entouré aussi d'une rivière qui est sacrée, c'est Lutubamba ou quelque chose comme ça. J'ai du mal à retenir les noms Inca, mais ouais, et en même temps il y a aussi l'aspect que là-haut, tu vois, il y a un observatoire astronomique et qui servait un petit peu à établir des calendriers solaires pour savoir quand cultiver quoi
Un peu comme le temple du soleil qu'on a vu, que tu as vu dans la vidéo d'avant. Et la troisième fonction de cet endroit, c'était agricole, pour produire du grain, le stocker, pour nourrir aussi tous les gens qui habitaient là, quoi. Mais ouais, tu vois là-bas, l'observatoire astronomique. Un petit truc super impressionnant, c'est que tu vois les pierres, il n'y a pas de ciment entre les cailloux, toutes les pierres elles sont posées les unes sur les autres. En fait, c'était une technique qu'ils avaient. En fait, ça permet de à la fois d'avoir quelque chose de solide et stable, et aussi vu qu'on est sur des montagnes, il y a quand même beaucoup de d'érosion, de modification un peu des reliefs de la montagne, et ça permettait du coup, même lors des séismes, parce qu'on est quand même sur des zones assez sujettes au séisme, ça permettait aux pierres de bouger, d'avoir du coup un certain degré de liberté qui leur permettait de bouger pour éviter genre les ruptures de murs, etc. Donc permettait à la cité de survivre, quoi, tout en gardant quand même, via la précision qu'ils avaient dans l'emboîtement de chaque pierre, de garder quand même une maison stable et solide, quoi. Moi, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est que bon, à l'époque ils connaissaient même pas la roue. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible. Mais en même temps, on est dans la montagne, est-ce que la roue a un intérêt ici? Ce qui fait qu'en fait, ils montaient les pierres à la main ou avec des lamas. Et, d'ailleurs, en parlant de lamas, il y en a un qui se balade juste ici, là. C'est super marrant, ça. Et un autre truc assez marrant, non, assez marrant, assez intéressant, c'est que bon, on est dans une zone quand même qui est très sujette à la pluie. Ça pouvait provoquer des problèmes, tu sais, d'inondation, des sols qui sont trop, comme on appelle ça, trop pleins d'eau. Du coup, ils avaient mis en place des systèmes de canalisation. Ça reste encore du coup quelque chose qu'on essaie encore de comprendre. Comment est-ce qu'ils arrivaient à gérer aussi bien les flux d'eau qui étaient dus à la pluie. Là, pépère. Et que ça je trouve que c'est méga venimeux. Ouais, ça a l'air. C'est quoi ce truc? C'est un mitac, ça. Du coup là le guide il a dit que c'était méga venimeux, fallait pas le toucher. Du coup je me suis approché très près. Je vais le toucher. En vrai toucher ça va, je crois, mais juste ces trucs ça pique. Vas-y. Ok. On dirait que c'est. On dirait que. C'est stylé quand même. Ouais. Dans le Machu Picchu, d'ailleurs tu sais que Machu Picchu c'est pas le bon nom, c'est pas le nom de la ville, parce que Machu Picchu ça veut dire je crois grosse montagne. Donc toutes les montagnes. Dans ce cas là ça veut dire toutes les montagnes. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est parce que le mec qui a découvert le Machu Picchu, en gros il cherchait autre chose, et quand il est arrivé dans la région il a dit ouais, est-ce que je peux trouver l'autre truc que je cherchais, tu vois. Il a demandé aux populations locales. Et ils leur ont dit bah tu peux aller voir dans les Machu Picchu, quoi, dans le Machu Picchu. Du coup il est parti, il a cherché, et il a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais il a trouvé le Machu Picchu. Ah ils sont bien regarde. Pourquoi est-ce que les Espagnols ils ont pas détruit le Machu Picchu? Parce que ils avaient l'habitude un petit peu de, dès qu'ils arrivaient, détruire un peu les temples païens du coup, et les cités païennes, pour construire des églises. Et ben il y a plusieurs théories. Il y en a une qui est que ils l'ont jamais trouvé. Pourquoi? Parce que les peuples indigènes du coup ils sont partis du Machu Picchu, ils ont caché l'entrée et ils n'en ont jamais parlé. Et il y a aussi la situation, c'est la fuite des populations du Machu Picchu. Les Incas se sont rendus, et du coup au final ils n'ont pas eu besoin d'aller jusque dans les hauteurs. Déjà en plus c'est difficile d'accès, c'est difficile à trouver, donc ça explique aussi peut-être. Voilà, au final c'est passé un petit peu sous silence. Et par contre c'est cool parce que ça a été conservé par la végétation, c'était toutes les plantes et toute la verdure et la végétation qui a un peu englouti la cité. Et puis du coup comme l'anglais dont je t'ai parlé qui a découvert Machu Picchu, il est arrivé ici, mais il a découvert une cité dans un état qui était quasi intact, quoi. Oh, regarde la vue de malade. Bon ça y est, on est revenu du Machu Picchu. Je pense qu'on a mis 2 heures à redescendre. On a un peu speedrun parce que on était en retard. Au final on était retardé de je pense 1h30, donc en fait pas de pression.
Mais sinon, ouais, c'est la fin de l'aventure Trek Machu Picchu. Je pense que je vais couper la vidéo là. Je vais te faire sûrement un épisode seulement sur le Machu Picchu, comme ça. Parce que sinon ça va être trop long, ça va être un peu chiant pour toi. En tout cas, j'espère que l'épisode il t'a plu, que tu as pu voir des choses qui changeaient un peu de ce que tu as en Europe. Je pense qu'on va se revoir dans pas longtemps. Je pense après-demain pour aller à Arequipa. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo. En tout cas, on s'arrête là. Je te fais des bisous et je te dis ciao. Allez. Quelle frappe. On s'enfonce dans la jungle. Regarde ça.